Et peut-être qu'on peut démarrer en se disant qu'est-ce que c'est qu'un profil neuroatypique? Ça se décrit comment? Ça se définit comment? Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, un profil neuroatypique, en fait, ça se définit pas parce qu'il y a autant de profils que de personnes, presque. Mais quand on parle de neurodiversité, on parle de diversité cognitive. Ça veut dire des diversités de fonctionnement neurologique, on va dire comme ça. Donc, pour certains qui sont effectivement, tu l'as dit, des troubles neurodéveloppementaux avec le trouble du spectre de l'autisme, le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, les troubles 10, etc. Et ce qui est une spécificité quand même assez française, parce que les anglo-saxons en parlent peu, hein, on est d'accord, les hauts potentiels et les hypersensibles, et moi je rajoute aussi les intuitifs dans tout ce tas-là, qui sont un peu à la croisée des chemins en même temps, et moi j'aime bien les intuitifs aussi. Donc en fait c'est des singularités de fonctionnement tout simplement, et ça va créer des difficultés parce que les fonctionnements étant différents, eh bien, les attentes aussi, moi je dis toujours, on a deux référentiels, il y a le référentiel des neurotypiques, qu'il ne faut pas oublier dans la neurodiversité, parce qu'on parle de tous ces chiffres, effectivement 20% de personnes neuroatypiques, mais si on rajoute les intuitifs, les hypersensibles, etc., on est à bien plus. Et si on rajoute tous les neurotypiques, eh ben on est à 100% de la population. Il ne faut pas les oublier. Un neurotypique qui fait une dépression, un neurotypique qui a du stress parce que son conjoint vient de le quitter, eh ben il va devenir neuroatypique par moment, parce qu'il n'arrivera plus à se concentrer, il n'arrivera pas à bien faire son travail, il aura envie de parler du décès de son conjoint tout le temps, et on va lui dire « Ah ben non, t'es pas au travail pour parler de ça. Oui, mais si je vais pas au travail, je vais tomber en dépression, donc il vaut mieux que je vienne, mais je vais faire mon travail autrement aussi. » Et donc voilà, donc la neurodiversité, c'est vraiment tout le monde, tout le monde, tout le monde. Je parle un peu vite des fois, il faut que je ralentisse. Donc voilà, c'est tout le monde, qui a des diversités cognitives, soit en permanence, un peu comme dans... Oui, en France, on dit les troubles neurodéveloppementaux, et soit ponctuellement. Voilà. Pour répondre un peu brièvement, je ne sais pas si ça répond à peu près à la question. Oui, ça répond bien. Et bien justement, je vais justement passer la parole à l'amiral Coustillère, qui est un marin aguerri, passion d'enfant qui est devenue réalité. Vous avez occupé les plus hautes fonctions au sein de la Marine et du ministère des Armées en tant que vice-amiral d'escadre. Vous avez créé la direction générale du numérique du ministère et auparavant la cyber des armées. Donc ça fait un gros parcours professionnel dans ce domaine-là. Vous avez contribué à la modernisation numérique et à la cyberdéfense du ministère des Armées pendant plus de 20 ans. Et vous êtes aujourd'hui président du pôle cyber, d'excellence cyber. Mais c'est une belle réussite, on pourrait se dire, mais l'histoire n'était pas écrite d'avance parce que vous êtes dyslexique et vous avez été étiqueté comme pas mal de neuroatypiques, cancre à l'école, si c'est bien ça. Comment vous avez fait pour vous bâtir cette carrière du coup? Je n'en sais rien. Je l'ai vécu. Et je pense que je l'ai vécu. Moi, je suis une génération, j'ai plus de 60 ans, où on n'en parlait pas beaucoup. Du moins dans ma jeunesse. Et effectivement, quand tu m'as un peu questionné, j'ai réfléchi. Et effectivement, en plus, aujourd'hui, moi, je fais partie d'une famille 10. Ma femme est aussi dysorthographique, encore pire que moi, et on a un certain nombre d'enfants qui le sont tous. Donc, on est quand même une famille qui est bien marquée. Ça ne les empêche pas de faire des études brillantes et de trouver leur voie. Donc, effectivement, la première chose dont je me souviens, c'est ma transition, mon arrivée en région parisienne en classe de 11e ou quoi, de CM, allez, CM2, classe de CM2. Et mes parents se sont battus pour qu'on m'envoie pas dans une voie technique. Mes professeurs avaient jugé que j'étais un crétin et un cancre. Donc, il me fallait absolument m'envoyer dans une voie technique. Et avec le recul, je m'aperçois que je suis passé d'une école très bienveillante qui était à Lorient, en Bretagne. D'ailleurs, c'est les noms des professeurs dont je me souviens. Je peux vous donner les deux noms de professeurs, Poupard et Simon. Et puis, je suis arrivé à Saint-Germain-en-Laye, en région parisienne, une école élitiste, une école où, pour moi, on cassait. J'ai très, très mauvais souvenirs de cette école. Voilà, donc c'est des parents qui se sont battus. Je pense que si les parents se mobilisent pas, on laisse faire l'orientation de l'éducation nationale, et ben, on rate, je pense, beaucoup de profils. Donc, une école bienveillante. Deuxième chose, je pense, qui m'a sauvé aussi, c'est que j'étais bon en maths. Donc, c'était un peu le fil directeur qui m'a permis d'avancer dans ma scolarité, dans les scolarités. Puis, dernière chose, c'est les rencontres et c'est un environnement bienveillant. Moi, je pense que je suis un rescapé du système de l'éducation nationale. Pourquoi? Parce que mon père est tombé très, très gravement malade. Donc, j'ai piqué ma classe de seconde dans un lycée à Évreux, dans une zone quand même assez sensible. Et je me suis retrouvé dans un collège militaire.
Et finalement, je suis passé de seconde à première, de première à terminale, généralement toujours le dernier non viré. Et j'ai eu mon bac S à l'époque avec l'oral et 22 points en sport pour juste avoir les 200 points. Je savais pas qu'on pouvait avoir 22 points en sport. Voilà, et puis l'environnement m'a fait confiance puisqu'ils m'ont accepté en maths spé. Donc après, j'ai fait maths sup, m'a accepté en maths sup, fait maths sup, maths spé, je suis rentré à l'école Laval. Et puis, une fois dans la vie active, là, après, j'ai eu une carrière ascendante, grandissante, sans particularité, et j'ai fini dans les plus hauts postes. D'ailleurs, Hélène, qui me connaît bien extérieurement, pourra confirmer un certain nombre de points. Et je pense que ma particularité, c'est effectivement, vous avez parlé d'intuitif. Moi, ce qui m'amuse, c'est de transformer. C'est une vision stratégique, transformer, bâtir, gérer le quotidien, ça ne m'amuse pas du tout, et je suis très mauvais pour ça. Voilà, donc penser out of the box, oui, je pense que c'était un de mes caractéristiques dans un environnement bien encadré, parce que c'était quand même l'environnement des armées. Et puis la cyberdéfense face à Daesh, il a fallu qu'on innove, il a fallu qu'on pense différemment, il a fallu qu'on soit aussi tortueux qu'eux. Bah, c'est un petit peu ce que j'ai fait. Voilà, donc un parcours. Mais je pense qui fait que je m'en suis sorti et qu'on m'a donné ma chance, c'est l'environnement bienveillant. Sans cet environnement-là, une rencontre dans un parcours comme le mien, à un mauvais moment, c'est terminé. C'est fou, en fait, en t'écoutant, on se rend compte de l'importance de... On m'entend ? Oui, pardon. On se rend compte de l'importance, comme tu dis, de la rencontre et puis de tes... Alors, on n'appelle pas ça des managers, mais en tout cas de tes encadrants dans le monde de la marine aussi qui t'ont permis d'évoluer, si j'avais bien compris. Et ce que tu dis par rapport au fait de penser out of the box, c'est une valeur ajoutée, en fait, que tu as apportée à chaque fois et qu'on a permis de développer. Et c'est aussi un des apports de la neurodiversité. Et justement, Asina, moi, je vais me tourner vers vous pour vous demander, vous êtes une spécialiste de la finance durable, très investi dans les sujets de diversité. Vous avez pris en 2019 la tête des équipes de solutions de finance à impact à la Société Générale, où vous avez fait une très grande partie de votre carrière. Et vous avez mené un programme de transformation ambitieux, visant à intégrer les critères ESG, donc environnemental, social et gouvernance, au cœur des activités du groupe. Le mot transformation, c'est un mot qu'on entendra beaucoup. Changement, transformation, c'est assez... ça va avec. Et aujourd'hui, vous êtes VP Sustainability, je vais le dire en anglais, Chief Sustainability Officer au sein de la Société Générale et vous êtes sponsor neurodiversité pour le groupe. Et alors pourquoi, et c'est l'intérêt de la Société Générale aujourd'hui, elle s'intéresse à la neurodiversité? Merci pour la question, pour l'invitation. Je suis ravie d'être là. Alors moi, je suis un petit peu la petite dernière dans cette communauté. J'arrive pas par hasard, mais j'ai toujours eu beaucoup d'intérêt pour la diversité, quelle qu'elle soit, de par mon background personnel. Et aujourd'hui, en tant que responsable du développement durable, je passe beaucoup de temps sur la transformation de l'offre bancaire et comment on accompagne les clients dans la transition écologique. Alors, on n'est pas ici pour parler d'écologie, mais si je vous explique la difficulté, vous allez comprendre pourquoi seule l'intelligence collective et les esprits différents travaillant ensemble vont nous permettre de craquer le modèle. En fait, on est dans un monde où il faut qu'on aille assez rapidement dans la décennie actuelle vers une économie beaucoup moins carbonée. Les gens ont l'habitude de vivre d'une certaine façon et ne s'imaginent pas du tout comment on peut vivre très différemment. Et donc, on bute parce qu'on a notre esprit actuel, la pensée moyenne, on va dire, et les gens pensent à tout ce qu'on va abandonner, tout ce à quoi on va renoncer, et ça se passe pas très bien. Et on perd du temps. En réalité, quand on se projette et qu'on imagine ce monde un peu différent, seuls les gens qui sont câblés différemment, pour une raison ou pour une autre, peuvent apporter les pièces qui manquent. On peut vivre en partageant des voitures, on peut vivre en faisant tout un tas de choses qui sont finalement assez agréables, mais qui sont très différentes de ce qu'on fait aujourd'hui. Et quand on voit les exercices de créativité pour se projeter dans un autre monde, puisqu'on ne peut pas juste dire on est là et on va là, ça ne marche pas en fait. Il faut faire abstraction et regarder ce que c'est un monde, par exemple, conforme aux accords de Paris. Et je trouve ça très intéressant de voir à quel point on a ce besoin. Bon, ça, c'est une première chose. Ensuite, on voit bien dans les entreprises qu'il y a un vivier de talents, pour faire écho à ce que je viens de dire, mais qui n'est pas forcément heureux, alors c'est peut-être pas le bon terme, qui n'est pas complètement à sa place ou qui ne
participent pas finalement à tout ça pour différentes raisons, parce qu'ils parlent différemment, parce qu'ils disent les choses trop abruptement, et parce que, et moi je le vois bien en tant que manager, on ne sait pas très bien comment les gérer. Et comme on avance tous un peu presque en monobloc, c'est plus un problème qu'une solution. Alors qu'en réalité, pour les raisons que j'ai évoquées avant, c'est la seule façon de s'en sortir en alliant toute cette intelligence collective pour avancer. Donc pour moi, c'est pas un sujet de RSE, on va faire les choses bien et on va avoir quelques bonnes actions. C'est pas du tout ça. C'est vraiment une question, je veux pas dire survie parce que je veux pas être extrême, mais c'est une question de réussite collective en fait, je pense. Oui. Moi, je dirais survie, Assina. Pour les entreprises, à titre tout à fait personnel, je reste convaincue, merci pour ce partage, que ça reste vraiment quelque chose qui va faire la différence pour les entreprises de demain face à tous les soubresauts qu'on a à affronter aujourd'hui. Et Hélène, alors vous êtes Hélène Chinal, tu es, alors vous allez voir, vous vraiment tutoiement, j'ai du mal, mais je vais te tutoyer parce que je te tutoie. Tu es VP Transformation Europe chez Capgemini, diplômée de l'école des mines, tu as fait une très grande partie de ta carrière chez Cap dans le domaine de la tech, tu as fait beaucoup pour la diversité, tu as créé Women at Capgemini à 12 ans, tu es aussi dans certaines instances, donc tu sièges au pôle d'excellence cyber également. Comment toi tu fais rimer neurodiversité et inclusion dans tes actions au sein de Cap et en dehors de Cap aujourd'hui? Déjà, dans mon titre, j'ai transformation, on en parlait. Voilà, oui. C'est mon dernier poste au sein de Capgemini, puisque j'ai 66 ans. Je me suis découverte de la neuroatypie aussi récemment. Mais finalement, je pense que beaucoup le sont en l'ignorant, et c'est un des sujets, je pense. Et j'ai eu surtout des fonctions de direction business, opérationnel, et je me suis rendu compte, on fait un travail avec des clients qui sont tous différents, on fait un travail avec des partenaires qui sont tous différents, et ils font du travail d'équipe de personnes qui changent tout le temps en fait, puisque un projet égale une équipe pour un client, et éventuellement quelques partenaires, et finalement ce qui permet à une équipe de fonctionner, ça a déjà été beaucoup dit, c'est la capacité à travailler ensemble en respectant la différence, et plus que ça, non seulement en la respectant, mais en faisant un atout. Et dans la transformation, dans ce poste, en fait, un de mes objectifs, c'est de faire en sorte que nos engagements sociétaux soient une réalité dans l'entreprise. Alors ça a été dit, c'est pas le sujet d'une équipe RSE qui est toute petite ou d'une mission handicap qui reste aussi très limitée. Pour moi, un des points importants, c'est l'intégration des personnes différentes, et la neurodiversité en fait partie, mais aussi du handicap. Parce que j'ai commencé par la juste place des femmes dans l'entreprise, puis j'ai continué par les LGBT+, et puis enfin, j'ai pris la responsabilité en tant que sponsor handicap. Alors, sachant que la neurodiversité, c'est pas forcément du handicap, ça a été dit, mais globalement, comment faire que chacun trouve sa juste place dans l'entreprise, sa contribution. Et ce que j'ai appris au fil du temps, c'est que ça se fait entre les femmes et les hommes, quand on parle de la juste place des femmes. Donc, dans les réseaux de femmes, il y a des hommes. Au départ, il n'y en avait pas. Mais en fait, on a besoin des hommes pour construire l'inclusion des femmes. Pour les LGBT+, c'est avec des alliés. Et pour les personnes en situation de handicap ou neurodiverses, on a besoin que les équipes aient compris. Et en fait, ça fait partie de la complexité. C'est que ça a été dit, et je pense que c'était pas exhaustif, c'est quoi la neurodiversité? C'est quoi le handicap? En fait, c'est méconnu au sein de l'entreprise. Donc, c'est un gros travail de formation, d'apprentissage et d'embarquement de toutes les personnes qui ne se sentent pas concernées, parce pour qu'une personne neuroatypique se sente bien, apporte son potentiel au sein de l'entreprise, il faut que les autres dans l'équipe aient compris sa différence et l'acceptent. Sinon, ça n'a aucune chance de marcher. Et j'ai des exemples très concrets, notamment d'une personne qui était en alternance, qui a fait sa première année d'alternance dans une équipe qui avait été formée, qui était bienveillante. Ça a été un énorme succès. Elle a fait sa deuxième année dans une équipe qui n'a pas compris. Et ça s'est mal passé. Et à la fin, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et j'ai demandé à avoir le compte-rendu de l'entretien de la responsable ressources humaines qui a fait l'entretien de débrief avec cette personne. Et en fait, en lisant le compte-rendu de l'entretien, je lui ai dit, en fait, tu lui as reproché d'être ce qu'il est. Et elle n'en avait absolument pas conscience. Ce n'était pas de la malveillance, parce qu'on parle de bienveillance, mais il y a des gens qui sont
malveillants sans le savoir en fait. Oui. Donc c'est un énorme travail d'éducation, de compréhension. Voilà. Et alors, si on parle du pôle d'excellence cyber, parce qu'effectivement Arnaud, d'ailleurs j'ai appris des choses aujourd'hui sur toi, au pôle d'excellence cyber, je me suis aussi investie sur les enjeux sociétaux et on travaille sur 2 registres qui sont plus de femmes dans la cyber, parce que si on parle des femmes dans la tech, c'est très peu aujourd'hui. Donc le sujet, il se passe avant l'entreprise. Et je pense que pour les neurodivers aussi. Donc ça, c'est un des grands sujets. Dans la cyber, c'est moins de 15% de femmes. C'est encore moins que dans la tech. Donc ça, c'est un des sujets sur lesquels je travaille pour essayer d'attirer des femmes dans la cybersécurité et la tech. Ça a été un de mes combats aussi professionnels, d'avoir plus de femmes dans la tech. Mais ça se passe avant. Au sein de Capgemini, on a plus de 32% de femmes. La moyenne des femmes qui sortent des écoles de la tech, c'est 28%. Donc, tant qu'on sera à 28%, ce sera compliqué d'arriver à avoir la parité. Quand on parle de la neurodiversité, là, au sein du pôle d'excellence cyber, on a construit un guide de l'inclusion qui n'a pas de prétention, honnêtement. On s'est réunis entre écoles, ESAT, entreprises intégratrices, différentes personnes avec des regards différents, des expériences différentes pour essayer de donner des clés de comment faire de bout en bout qu'une personne qui est différente sur ce plan puisse s'intégrer dans l'emploi et y rester, parce que ça a été dit aussi, beaucoup y rentrent mais n'y restent pas, parce que si on n'a pas formé les équipes à les accueillir, ça ne marche pas. Oui, merci. Et du coup, ce guide, il est disponible sur le site du pôle d'excellence cyber. Si ça vous intéresse, effectivement, c'est toujours intéressant d'avoir des initiatives comme ça qui ancrent des principes, des bonnes pratiques pour justement favoriser ces métiers-là et dans ces profils-là, mais dans des métiers aussi, on parle beaucoup de profils neuroatypiques dans la cyber, donc dans des domaines assez techniques. Qu'est-ce qu'ils apportent de différent? Alors moi, j'aimerais bien un petit peu creuser cette partie-là dans ces métiers-là. Pourquoi les neurodivergents, les neuroatypiques, ils sont intéressants dans la tech? Je ne sais pas si Arnaud, tu veux répondre. Oui, je vais répondre très vite parce que, en fait, on a besoin de tous les talents. Et on sait bien que dans les spécialités sensibles, numériques, renseignements et ainsi de suite, on a eu des programmes précurseurs, notamment depuis une petite dizaine d'années aux États-Unis et en Israël, où ils ont été chercher toutes les catégories de population. On sait aussi que chez les Asperger, principalement, il y en a certains qui ont des rapports aux chiffres, qui ont des rapports au code qui sont tout à fait particulièrement intéressants. Mais de façon assez générale, parce que tout le monde n'est pas Asperger profond avec un bon accompagnement, de façon assez générale, c'est des gens qui vont être extrêmement loyaux, des gens qui vont aller au fond des choses, qui vont jamais lâcher. Donc c'est des gens qui sont particulièrement fiables. Donc c'est des métiers où on a besoin, quand on fait de la cyber, qu'il faut trouver, faut creuser, il faut aller chercher. Et très souvent aussi, le hacker, le hacker c'est un ingénieur Bac+5 en gros, mais c'est un ingénieur Bac+5 qui raisonne différemment. Parce qu'il ne va pas raisonner pour appliquer des méthodes. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les hackers, souvent, on les voit par des cursus détournés. Ils sortent d'écoles d'informatique et ils sortent pas très souvent de grandes écoles type Polytechnique ou autre chose. Bon, je parle d'expérience puisqu'on en recrute quand même un certain nombre au ministère des Armées. Donc, c'est des gens qui ont une forme d'intelligence qui est différente, donc il ne faut pas s'en priver. Voilà, donc c'est la première chose. Ce qu'on a fait aussi au ministère des Armées, c'est qu'on a lancé en 2018 une charte et une convention avec différents organismes et on a recruté, je crois à mon époque, quand j'étais encore au ministère, une dizaine d'Asperger, qui aujourd'hui, je crois qu'il y en a 9 d'entre eux qui ont été titularisés. Il y en a une trentaine qui sont en cours et les endroits où ça a bien marché, c'est qu'ils étaient accompagnés avec beaucoup de bienveillance et on avait beaucoup travaillé avec AFG Autisme. Mais les endroits où ça a bien pas mal marché, les équipes n'étaient pas préparées à les accueillir, il y a eu des changements, voilà. Donc je pense que l'accueil, l'acculturation sont des choses extrêmement intéressantes. Oui, et très importantes, surtout sur certains types de profils. Il y a beaucoup d'histoires d'échecs, malheureusement, parce qu'on n'a pas mis les moyens d'accueillir et d'accompagner efficacement, notamment des personnes sur le spectre de l'autisme, sachant que les grands programmes de recrutement, comme je le disais tout à l'heure, ont démarré effectivement sur ce sujet de l'autisme, où on a bien compris, en tout cas certaines organisations ont bien compris les spécificités de ces personnes et ce qu'elles pouvaient apporter à l'entreprise, mais effectivement, comme tu l'as souligné, à condition de donner les moyens et de les accompagner efficacement.
Si on parle d'action, on élargit un petit peu, on parlait des métiers de la cyber, il y a d'autres métiers comme la veille. C'est pour ça qu'on a notre partenaire justement sur ce sujet-là, parce qu'il y a des métiers clés comme la veille, l'anticipation, la cyber, où on sait qu'il faut des personnes qui pensent différemment et qui vont penser out of the box. Mais les actions, généralement dans les entreprises, elles sont sur tous les types de métiers, puisque la neurodiversité, évidemment, elle est partout. Et je me penche vers vous, Assina. Est-ce que vous pouvez nous donner des idées d'actions que vous avez mis en place ou que vous comptez mettre en place pour justement favoriser la neurodiversité chez Société Générale? Donc, je vais parler sous le contrôle de mes collègues de façon tout à fait humble. Nous commençons. Je vais vous raconter mon expérience personnelle dans le domaine. En fait, j'ai eu la chance d'aller à Londres au moment de la semaine de la diversité, de la neurodiversité même. Là-bas, nous avons un groupe qu'on a appelé Great Minds et j'ai été frappée de voir mes collègues londoniens, que ce soit dans la table ronde ou dans le public, donner leur expérience. Expliquer, voilà, moi j'ai fait un diagnostic. Du coup, ça m'a permis de mieux me comprendre. J'ai fait un diagnostic aussi parce que le message envoyé par la banque était « Vous êtes les bienvenus et on va essayer, dans la mesure du possible, de faire en sorte que ça se passe bien pour vous, pour nous et pour le mieux. » Donc en fait, il y a déjà ce message bienveillant, mais officiel en fait. Et donc certaines personnes racontaient comment ils ont fait leur diagnostic, comment ça a changé leur vie en fait, parce que évidemment ça a des répercussions dans la vie personnelle et tout le monde n'avait pas complètement conscience de ce qui se passait. Une collègue, après ce sont des exemples très terre à terre, mais qui vont nous inspirer, qui expliquait comment le bruit la gênait, comment quelqu'un qui faisait, alors à Londres ils ont l'habitude de manger à leur desk, donc quelqu'un qui faisait chauffer du poisson au curry, c'était dégoûtant, mais ça dégoûtait tout le monde, sauf que elle, ça l'empêchait complètement de travailler parce que c'était impossible. Voilà. Et en fait, avec des exemples de tous les jours et un message, les gens ont commencé à se sentir plus à l'aise, plus accueillis, plus inclus. Et on a assisté à des discussions avec des managers de personnes en situation de neurodivergence et qui disaient, voilà comment on s'est adapté. On a des discussions ouvertes. Moi, j'ai besoin de deadline. Si tu me dis tu le fais quand tu le peux, je bug, je sais pas le faire. Voilà. Et des choses comme ça. Et du coup, ce qu'on souhaite faire, c'est tout ce que vous avez dit, former, acculturer les gens, et alors évidemment au risque de peut-être restreindre de trop, mais au moins commencer par peut-être des profils, même si j'ai bien compris qu'il y a peut-être des grands profils types, mais après chacun est différent, mais quand même. Et d'essayer de comprendre les forces, évidemment, les fragilités, et s'il y a des choses qu'on peut faire. Il y a des collègues qui ont des casques anti-bruit, il y en a d'autres qui n'aiment pas être au milieu de l'open space, qui veulent être derrière, et ça peut être des choses simples, mais qui changent la vie. Et puis après, il y en a qui sont beaucoup plus complexes. Donc voilà, ça c'est l'idée, c'est d'avoir un guide, de former, de parler, de montrer aussi des capsules vidéo, parce que moi j'ai tiré énormément ça m'a vraiment transformé, je voudrais pratiquement, d'entendre des gens, et donc il y a certaines personnes qui veulent témoigner avec leur manager. Voilà, donc ça, c'est l'idée. Et après, je donne juste un exemple pratique. Ça, c'est nos collègues à Londres qui sont un peu plus avancés que nous, qui se sont rendus compte qu'on a des collaborateurs, parce là, on parle des collaborateurs en situation de neuroatypicité, mais il y a aussi des parents, il y en a beaucoup, qui sont des collaborateurs, et donc qui ont envie de parler, qui ont envie d'entendre. Donc, on s'est dit que le guide allait aussi les aider. Et donc, il y avait un exemple de personnes qui trouvaient que c'était quand même assez cher de faire le diagnostic. Vous êtes plus ou moins couverts dans les pays anglo-saxons. Et nos collègues donc, du groupe ERG qui s'occupe de la diversité ont eu l'idée d'appeler les assurances, puisque là, il y a des assurances privées, de leur demander de couvrir les diagnostics pour les collaborateurs et pour leurs enfants. Bon, on ne risque rien en faisant ça. Donc, il y a eu évidemment une négociation et maintenant, les gens sont couverts. Voilà. Et ça, pour moi, ce sont des choses fondamentales, pas très compliquées à obtenir. Donc, une des actions qu'on aimerait mener, c'est demander systématiquement dans les pays où il y a ce genre de couverture que nos collaborateurs posent la question. Pas non, ça va être compliqué. Non, en fait, tu poses la question, tu négocies et on voit ce que ça donne. Voilà. Donc, ce sont que des choses un peu pratiques et probablement terre à terre, mais en espérant que ça fasse avancer. Et après, on ira plus loin s'il le faut. Et c'est vrai que, par exemple, en Angleterre, le NHS, qui est l'équivalent de la sécurité sociale en France, pour avoir un diagnostic, c'est minimum 7 ans.
d'attente. Et c'est vrai que quand on a un emploi et que le manager, il y a toute une réglementation aussi qui joue là-bas, qui est très différente de la nôtre et qui fait que forcément, le diagnostic, il est nécessaire même pour continuer à travailler. Et donc, c'est une initiative qui est très importante parce que dans le privé, ça coûte effectivement une fortune de pouvoir faire ce diagnostic. Et comme vous le disiez, Sina, c'est des petites choses simples qui font, alors simple, il faut les mettre en place, mais c'est pas la révolution, mais ça apporte énormément aux collaborateurs. Et justement, Béatrice, est-ce que tu pourrais nous dire c'est quoi les petites choses faciles, on se comprend, à mettre en place pour pouvoir adapter le poste de travail et créer des conditions favorables pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions, ces personnes? Alors moi déjà, j'aimerais dire que c'est pas forcément compliqué de faire des aménagements. Il y a pas forcément, et ces aménagements-là, ils sont pas du tout simplistes. Justement, ils sont peut-être simples, mais ça change la vie au quotidien. Et si ça change la vie au quotidien, ben ça change la vie tout court. Parce que ce qu'on n'a pas dit quand même, c'est que c'est une question, tu disais tout à l'heure, de survie pour l'entreprise. Mais avant d'être la survie pour l'entreprise, c'est la survie pour chaque personne. Parce que donc moi, j'ai une double casquette quand même. J'interviens dans des entreprises, je fais des conférences, j'écris des livres, beaucoup de livres. Je suis un peu prolixe sur le sujet. C'est prolixe sur la production. Oui, j'écris très très vite et j'en écris beaucoup. Et je reçois aussi des gens. Et donc les gens que je reçois, ils sont pas dans l'entreprise puisqu'ils viennent me voir. Donc ils viennent me voir parce qu'effectivement, et ça vous l'avez dit très justement, la première des choses, c'est de pouvoir en parler. Et il y en a beaucoup, ils disent, mais non, moi je sors pas du placard parce que ça va servir à rien, parce que j'ai peur, je vais être stigmatisée. Comme vous l'avez dit, il faut déjà oser. Ça, c'est la première des choses. Et pour moi, la clé finalement, parce que moi j'ai un rêve quand même que je vais partager, qui n'arrivera jamais de mon vivant, mais ça c'est pas grave. Faut jamais dire jamais. Non, mais si, mais ça c'est sûr. C'est que ni mon métier, ni le sujet qu'on est en train de traiter n'existe un jour, que ça arrête d'exister. Et si ça arrête d'exister, bien ça veut dire qu'il n'y a plus besoin de moi, ce qui serait très chouette. Alors je ferai autre chose, ça sera aussi très, voilà, pourquoi pas. Mais il n'y en aura plus besoin parce que tout sera résolu. Et si tout est résolu, ben on est en train de faire ça. Et c'est pas si compliqué. Donc je le verrai pas de mon vivant, mais ça c'est pas grave. Et la première clé, c'est de changer le regard. Je vais prendre un exemple tout simple, puisque tu me demandes un exemple en entreprise. Et moi j'en accompagne beaucoup des gens qui font ça. Ils ont l'ordinateur devant eux. Et moi je fais pareil. Ils ont le téléphone ou un deuxième ordinateur avec un film. Et puis les AirPods dans les oreilles. Ah, il y en a plein qui disent oui, il y en a plein qui disent oui, évidemment. Et pourquoi le film, il est super? Alors, on dit à un neurotypique d'avoir l'ordi avec le dossier, s'il faut travailler, et puis le film à côté, le neurotypique, il regarde le film, il oublie le dossier. Le neuroatypique, alors pas tous, mais certains par exemple, en fait, ça va focaliser leur attention. C'est-à-dire, je vais recommencer. Vous êtes en train de travailler sur un dossier. À un moment, notre cerveau a besoin de réfléchir. Donc, on lève le nez. Je lève le nez, je vois une lumière là-bas. Je me dis, tiens, c'est vert, c'est joli, c'est peut-être un jardin, tiens, peut-être un truc derrière. Ah, puis un jardin, tiens, peut-être ça serait bien de changer de maison. Et puis si je change de maison, mais je vais aller où? Et là, je suis partie. Et ouais, mon dossier qui est là. Alors que si j'oblige, c'est les œillères du cheval, en fait, ce que je suis en train de dire. Je mets un film, alors que je connais par cœur, évidemment. Pas un que j'ai envie de découvrir, celui que je connais par cœur. Quand mon cerveau a besoin de réfléchir, bing, il va là, je l'ai obligé avec l'œillère du cheval, il regarde 3 minutes, il réfléchit en bruit de fond, et paf, il revient. Donc ça, c'est très très simple, et ça marche à tous les coups, pour les neurodivergents, pas tous non plus. Mais si en entreprise, je suis manager, je vois un de mes collaborateurs avec son ordi et Tintin à côté avec les AirPods, je suis pas sûre que spontanément on dise super continue, c'est ton efficacité, vas-y à fond, ça va marcher super bien. Et donc, quand je dis c'est super facile, la première des clés, c'est de regarder le résultat. Est-ce que le collaborateur, en regardant Tintin, Astérix ou ce qu'on veut, il a fait son boulot en temps et heure et bien fait son boulot? Oui ou non? Si c'est oui, finalement, le chemin qu'il a emprunté n'a que peu d'importance, finalement. Ouais, donc, regardez ça, le livrable, quelque part, ce exactement. qui est fait, et pas tout ce qu'il y a autour, le comportement, voilà. les multiples écrans, etc. Donc, c'est travailler sur le jugement de l'autre, en fait, dans ce qu'il fait. Pas si je dirais sur le jugement, oui, c'est sur les idées reçues. Ouais. C'est sur les idées reçues, c'est de regarder. Parce qu'en fait, ce qui se passe, et je suis d'accord, c'est pas du tout du machiavélisme ou de la mauvaise intention, comme vous disiez tout à l'heure. C'est inconscient, c'est involontaire. C'est-à-dire que le neurotypique va utiliser son propre référentiel et l'extrapoler à son collègue, à son voisin. Et si je te vois en train de faire ça, il me dit, mais non, là, elle se fiche du monde, c'est tir au flanc. Elle regarde son cinéma, elle est en train de streamer, elle binge-watch son machin, au lieu de faire son dossier. Parce que moi, à cette place-là, c'est ce que je ferais.
Et donc, c'est pas du tout malveillant. Je suis juste en train de dire, c'est pas possible, tu vas pas faire ton boulot. Donc, reviens, s'il te plaît, on a un livrable à donner. Et donc, si simplement, je dis, mais attends, donc faut aussi revenir à, est-ce que j'ai la capacité de parler ? Regarde, laisse-moi faire ça, basé sur mon expérience. La dernière fois, tu as vu, ça a fonctionné. Là, ça va fonctionner aussi. Et là-dessus, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que pour obtenir ce genre de choses, souvent, parce que, pas que celle-ci, mais en tout cas des formes d'aménagement, il y a des collaborateurs qui n'ont pas d'autre choix que d'aller faire une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, parce que justement, ça, entre guillemets, force, même s'il n'y a jamais vraiment de pouvoir de coercition, l'organisation à tenir compte de ces spécificités, alors que s'il n'y a pas ça, la spécificité n'est pas forcément... Enfin, en tout cas, il n'y a pas cette espèce d'obligation légale, entre guillemets, de tenir compte et d'adapter, d'ajuster. Et je voulais justement te demander, Hélène, est-ce que dans tes... Merci, Béatrice. Si je peux juste te dire, parce que tu dis, c'est pas à l'école, c'est reconnu. Et c'est là, toutes les singularités, à l'école, sont prises en compte, plus ou moins bien. Oui, non, plus ou moins bien. Mais c'est obligatoire. Et dès qu'on passe le bac, ça s'évapore. Et effectivement, il va y avoir toute cette génération qui a eu des PAP, des plans d'accompagnement, qui arrivent à l'entreprise à la porte et qui se retrouvent à dire « Bonjour, je suis dyslexique. Ah, non, on ne vous recrute pas. » alors qu'ils ont bénéficié, effectivement, comme tu le dis, depuis 2015, d'aménagement à l'école, effectivement. Et donc, du coup, sur cette particularité-là, sur la politique handicap des entreprises, est-ce que tu peux nous en dire, Hélène, un peu plus ? Est-ce que sur ce qui est fait Oui, nous, on a renégocié notre accord en 2023. Moi, du coup, je n'étais pas vraiment investie sur ce sujet spécifiquement, et donc j'ai essayé de comprendre ce qu'on faisait. Et finalement, je me suis rendu compte, en regardant l'histoire, qu'on n'évoluait plus vraiment. Et donc, je me suis dit, il faut faire autre chose. Et le autre chose, j'en ai déjà un peu parlé, c'est pas le sujet que de la mission handicap ou des personnes déclarées en situation de handicap, c'est le sujet de tout le monde. Parce que, ça a été dit, il y a probablement 20% de personnes neurodiverses au sein de la société, et probablement dans la tech plus. Donc, ça veut dire qu'on en a plein. Et moi, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y en a qui s'ignorent. Donc ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième, quand ils ne s'ignorent pas, ils n'osent pas le dire parce qu'ils ont peur ou parce qu'ils... En fait, le mot handicap a une connotation négative aussi, et neurodiverse, c'est pas très clair. Est-ce que c'est un handicap ou pas ? Je pense que dans certains cas, c'est un handicap, d'autres pas. En tous les cas, c'est une différence. Moi, je parle beaucoup de la différence. Donc, en fait, on est reparti d'une page blanche pour se dire comment on va arriver à ce que l'entreprise soit complètement intégratrice de ces profils qui existent de fait. Donc, ça passe par la formation des managers, ça passe par la formation des équipes de ressources humaines, mais ça passe aussi par l'embarquement de tous les salariés de l'entreprise. Donc, on combine plein de choses, en fait, dont des campagnes de communication qu'on a voulu, d'ailleurs, sur la diversité, mais de façon beaucoup plus générale, avec des campagnes photos, et on en relance une, là, en ce moment, tous différents, tous compétents, où on a des photos de salariés qui ont été volontaires, pour dire je ne suis pas définie par mon handicap, ou je ne suis pas définie par mon orientation sexuelle, ou je ne suis pas définie par mon âge, parce que ça aussi. Voilà. Bref, on a toutes les diversités dans l'entreprise, toutes sont une richesse, et toutes potentiellement peuvent être discriminées ou non respectées, alors que l'addition de toutes ces différences, finalement, sont des richesses pour ce qu'on peut produire au sein de l'entreprise. Donc, voilà. Et là, on est dans la mise en œuvre de ce nouvel accord handicap qui a été agréé, avec un embarquement des managers. Dans tous les comités de direction, il y a quelqu'un aujourd'hui qui porte ces sujets. Et c'est devenu un sujet obligatoire dans les comités de direction, au moins une fois par trimestre, pour se dire qu'est-ce qu'on a lancé comme initiative, qu'est-ce qu'on a réussi, qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus, et embarquer finalement déjà l'ensemble des comités de direction. Donc, c'est vraiment un programme de transformation qui va prendre un certain temps. Moi, j'ai eu plusieurs métiers où je me suis dit, quand ton métier n'existera plus, ce sera chic, parce que j'ai fait de la qualité, par exemple. Je dis, quand il n'y aura plus besoin de responsable qualité, c'est que tout sera parfait. Bon, voilà, je pense que je suis assez d'accord. Le jour où c'est plus un sujet, on aura gagné. Mais ça ne se fait pas en claquant dans les doigts. Donc, voilà, c'est un gros effort de transformation. Et il y a aussi de témoignages de salariés qui ont réussi. Un exemple d'un salarié qui a témoigné pendant l'European Cyber Week organisé par le pôle d'excellence cyber. Il y avait
un certain nombre de personnes qui étaient en reconversion, et c'était animé par l'IMTS qui est dans la salle, j'ai vu. Mais il y avait un salarié de Capgemini qui avait 44 ans et qui a dit, en fait, moi, je me suis découvert autiste à plus de 40 ans. Et il expliquait que ça lui avait donné des explications sur pourquoi il avait beaucoup de difficultés dans sa vie professionnelle et aussi dans sa vie personnelle. Évidemment, il a eu un environnement de travail adapté, mais finalement pas tant que ça, hein. Et finalement, le fait de l'avoir réalisé, que ça a été reconnu par l'entreprise, ça lui a permis finalement d'être beaucoup plus confortable dans sa vie professionnelle et aussi dans sa vie personnelle. Donc c'est vrai que c'est parfois simple, sauf que si on ne s'est pas détecté et si on ne l'a pas dit, c'est compliqué. Oui, complètement. Et là, on voit l'importance de la culture d'entreprise, celle qui est favorable. Et comment on sait, moi je sais que je travaille avec beaucoup d'entreprises, et beaucoup d'atypiques viennent me parler, m'expliquer leur façon, enfin leur environnement de travail. Il y a un critère effectivement qui fait la différence, c'est je peux en parler librement et je sais que je ne serai pas jugée et c'est accepté. Et dès lors qu'on entend j'en parle librement avec mon manager, on sait que l'entreprise elle a fait un travail d'acculturation à la différence qui fait que la prise de parole elle est libérée et c'est très puissant aussi pour, comme tu le disais aussi, le bien-être des collaborateurs, parce qu'à la fin de la journée, c'est quand même ce qui compte. Il y a la performance de l'entreprise et le bien-être des collaborateurs. Heureusement, aujourd'hui, c'est devenu un sujet important.